2014, Monsieur l'abbé Malou Malou, président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a été reçu ici au Parlement belge dans la Commission des affaires étrangères. Il a fait un exposé sur l'état des lieux des préparatifs des élections. Il a répondu aux questions des parlementaires belges et ainsi qu'à un certain nombre de questions dans une conférence de presse pour après suivre ce qu'aura été cette rencontre. Maar ik geef nu graag het woord, monsieur le président, vous avez la parole. Comme vous le savez, ce processus électoral avait connu un coup d'arrêt après novembre 2011 et la résolution du Parlement avait indiqué qu'il fallait mettre en place une nouvelle commission électorale nationale indépendante. Et c'est cette commission-là qui est mise en place depuis quelques mois. Cette commission électorale a procédé à une évaluation du processus électoral et a exploité aussi les différentes évaluations. Nous avons donc procédé à un diagnostic organisationnel et puis à un audit du fichier électoral. Sur base de cet exercice, nous avons développé un processus de restructuration de la CENI, mais aussi surtout une feuille de route. La feuille de route, c'est la feuille de route du cycle électoral 2013-2016. Actuellement, donc, ce sont les composantes de cette feuille de route que nous sommes en train de discuter. Et dans les discussions que nous avons, nous essayons de voir quel serait le moyen de tenir compte des différentes observations électorales. Alors, sur cette base, nous avons développé une stratégie qui consiste d'abord, dès le point de départ, à vider quelques arriérés électoraux en vue de pouvoir organiser les élections prévues de 2016 en toute quiétude. Il y avait deux arriérés électoraux. Il y avait d'un côté les élections urbaines, municipales et locales, et de l'autre côté les élections provinciales. Nous avons estimé que les élections urbaines, municipales et locales permettent de stabiliser le pays et de pouvoir développer une stratégie qui commence à la base. Voilà pourquoi nous avons pris une première décision sur l'organisation des élections urbaines, municipales et locales. Initialement, c'était en décembre 2014, mais puisque le pays a connu un processus budgétaire avec une session extraordinaire, donc le budget sera voté maintenant à la fin de cet exercice. Donc, la feuille de route que nous allons présenter au Parlement fixe ces élections urbaines, municipales, locales, probablement en février 2015. À partir de là, nous avons deux possibilités. Soit nous proposons que l'élection des députés nationaux soit au suffrage universel indirect, c'est-à-dire les conseils de conduite, le conseil de chefferie des secteurs, en ce moment-là, on verrait les députés provinciaux en même temps que le gouverneur, le vice-gouverneur et les sénateurs. Si ce scénario est reconnu, alors nous pouvons organiser l'ensemble de ces élections locales et provinciales en 2015.
Parlement décide qu'il faut maintenir le suffrage universel direct pour l'élection des députés provinciaux, alors nous proposons que nous commencions par les locales et que l'ensemble des autres élections provinciales, législatives, nationales et présidentielles soient fixées pour 2016. Donc nous allons présenter ces deux scénarios. À l'issue de l'examen de ces deux scénarios par l'Assemblée nationale, avec la concertation aussi avec le Sénat, nous pourrons rendre public la feuille de route et le calendrier électoral des élections locales en février 2015. Alors, nous ne pourrons pas entrer dans les détails jusque-là que 5 minutes. On avait préparé un PowerPoint, mais ça ne sert à rien de projeter. Donc, je voudrais simplement vous dire que ce que nous avons prévu, c'est que les élections locales vont se passer sur base d'un fichier électoral corrigé. Tandis que les élections de 2016 se feront sur base des résultats du recensement administratif que le gouvernement donc, va lancer à partir de cette année. Nous estimons que cet exercice peut durer 1 an et demi. Et cet exercice ne peut pas concerner tout le monde, aussi bien les compatriotes qui sont au pays que ceux qui sont à l'étranger. Ce recensement administratif deviendra donc la base d'un registre national duquel nous pourrons tirer la liste électorale pour 2016. Alors, notre considération évidemment, c'est le cadre légal. Les concertations nationales ont prévu un certain nombre de résolutions qu'il faut intégrer dans le cadre légal. Et puisque ce sont des options qui ne sont pas de même nature, donc nous avons proposé qu'on opte pour un système de code électoral où il y aura d'abord le projet de loi portant organisation des élections urbaines, municipales et locales. Nous espérons que cela peut être examiné, voté rapidement au début de la session de mars. Puis ensuite, une loi portant organisation des élections provinciales et sénatoriales, ce sont les options qui seront retenues. Et enfin, une loi portant portant organisation des élections présidentielles et législatives nationales. Donc, 3 lois qui formeront et qui pourront former évidemment le code électoral. En tenant compte des différentes dispositions qui ont été prises, l'un des plus grands projets aussi que la CENI a et qu'il va développer en partenariat aussi avec le ministère de l'Intérieur qui a l'état civil en charge, c'est la transmission rapide et sécurisée des données électorales. Et donc, ce projet-là permettra de pouvoir scanner les PV, les procès-verbaux de résultats au niveau de chaque groupement et de chaque ville, et donc de pouvoir sécuriser davantage la transmission des résultats et l'annonce des résultats. En plus de cela, le deuxième plus grand projet, c'est un projet de cartographie opérationnelle. Parce qu'évidemment, avec les élections locales, nous aurons des petites entités, on parle de presque de 6 000 circonscriptions électorales à peu près, et donc ça va demander une cartographie très très importante. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement belge comment nous pouvons aussi avoir un appui en expertise et un accès aux données pour développer cette cartographie électorale. Voilà à peu près les grands projets. Et sur cette base, nous avons lancé aussi tous les cadres de concertation. Le 8 février, nous signons déjà avec les partis politiques le protocole d'accord mettant en place le comité de liaison et en même temps le code de bonne conduite, tous les deux textes étant déjà adoptés par l'Assemblée. Nous signons aussi avec les chefs de confession religieuse le protocole instituant la commission chargée de l'intégrité et de la médiation électorale. Et nous allons travailler aussi avec les autres parties prenantes. Des résolutions aussi, je terminerai par là, je crois, après présentation, ont
concertation nationale, c'est une plus grande intégration des femmes dans le processus électoral. Et donc, à ce sujet, dans les lois que j'ai évoquées, les dispositions pratiques seront déjà prises pour voir quel est le système, le meilleur système, d'atteindre au moins le premier palier de 30% dans les femmes dans les assemblées délibérantes. Ce sont nationalement les plus grandes questions d'actualité à la Commission électorale nationale indépendante que nous sommes en train donc de mettre en œuvre un plan opérationnel en 2 phases. Première phase, fiabilisation du fichier électoral et cartographie opérationnelle jusqu'au mois de mai. Deuxième phase, donc la préparation du scrutin des élections urbaines, municipales et locales et qui nous permettra d'avancer. Je vous remercie de votre aimable attention. Dank u wel, voorzitter, voor de vlotte inleiding die u gegeven hebt. Je suppose qu'on peut avoir une copie de vos slides. Oui. Je peux passer ça à nos collègues qui peuvent les rassembler et les étudier par après. Le fichier électoral contribuerait largement à la crédibilité de l'exercice. Je sais que l'exercice de recensement est un exercice difficile, compliqué, fastidieux, tout ce que vous voulez, mais bien sûr, de cela dépend beaucoup de la crédibilité de l'exercice électoral. Et donc, je voudrais vous entendre sur la possibilité d'imaginer, par le biais de la collaboration avec la société civile, des partenaires extérieurs, s'il y a moyen d'imaginer quelque chose comme un audit indépendant du fichier électoral. Deuxième sujet, qui a toujours été pour moi vraiment quelque chose de crucial, c'est, et vous avez été assez parcimonieux en parlant de cela, c'est les élections locales. J'ai toujours insisté sur le fait qu'avoir une approche, un exercice démocratique dans votre pays dépend aussi de la capacité de montrer à vos citoyens qu'il y a moyen non seulement de désigner le président, de désigner les parlementaires, mais aussi d'avoir quelque chose qui rend la démocratie de proximité plus crédible. Et donc, je crois que je voudrais quand même vous entendre sur la confiance que vous avez de pouvoir encore organiser des élections locales dans un délai acceptable. Vous savez qu'en ce qui nous concerne, on est déjà hors délai. Mais bon, nous avons ici, dans cette commission, la volonté de regarder en avant, pas vers l'histoire, mais donc, je voudrais vous entendre sur les élections locales. Et troisième sujet, vous l'avez dit vous-même en fin de votre présentation, je crois que l'État de droit réclame qu'il y ait des tribunaux qui puissent, en cas de litige, en cas de contentieux électoral, trancher de façon indépendante. Et sur ce troisième sujet, vous avez été plus ou moins rassurant avec je vois, septembre 2014, mais ça veut dire que vous imaginez que dans 8 mois, ils seront en place. Est-ce que je peux vous re-entendre que vous avez la conviction que ce sera possible? Donc, dit zijn mijn drie vragen, dus met betrekking tot de samenstelling van de kieslijst, met betrekking tot de lokale verkiezingen, met betrekking tot de rechtbank die in geval van verkiezingsgeschillen een duidelijke beslissing moeten kunnen nemen. Vous avez de l'expérience. Vice repetita placet, vous faites pour la deuxième fois cette expérience, et ma question générale est de savoir quelles sont les grandes différences que vous constatez et que, malheureusement ou heureusement, vous craignez devoir constater. Je pense notamment au financement des élections, la première fois et les fois qui viennent. Deuxième observation, je vous comprenne bien, il y a donc 2 attitudes possibles qui dépendent du Parlement, c'est bien. Ou bien on fait l'élection au second degré, comme vous dites, après les élections municipales, un peu comme en France, on fait un corps électoral d'élus communaux ou urbains qui élisent un Sénat, qui élisent une assemblée provinciale d'abord, puis cette assemblée provinciale élit les sénateurs, et cette même assemblée provinciale élit, je suppose, le gouverneur ou les gouverneurs.
Alors ma question est la suivante. Les élections vont-ils se faire sur base des provinces prévues dans la Constitution ou sur ce qui est pour l'instant encore la réalité politique actuelle? Troisième observation, c'est bien sûr la définition des municipalités. Un des très gros problèmes que vous avez encore aujourd'hui, avant qu'on puisse faire des élections urbaines, municipales, de districts et autres, c'est d'en définir la géographie. Et il me semble savoir que dans pas mal de cas, la géographie n'est pas encore définie. Alors, pour faire un corps électoral, une des premières choses à faire, c'est de savoir qui appartient à quelle une entité administrative. Question complémentaire qui est plutôt d'opportunité, je comprends si vous n'y répondiez pas, je n'ai aucun problème. Il y a eu le dialogue avec la présidence et les forces vives de la nation, pour m'exprimer ainsi, il y a quelques temps. Y a-t-il un changement d'orientation qui serait le fruit des résolutions de ce dialogue où on voulait faire participer plus largement et au niveau gouvernemental et, que sais-je, au niveau des assemblées futures, d'autres composantes du pays? Et peut-être une question complémentaire, la chef des Affaires étrangères a tout à fait raison, c'est une opération très complexe, vu la rotation rapide et la jeunesse de notre population. L'âge moyen, l'ambassadeur peut le confirmer, c'est 25 ans, je suppose, l'âge moyen des citoyens en RDC. Le fichier bouge très vite. Et nous avons eu beaucoup d'aides européennes, des détections très, très sophistiquées des cartes électorales, des registres électoraux. Ne va-t-on pas arriver, c'est un peu la question que notre collègue posait, à ce le Sénat aura fait 2 législatures au lieu d'une, avant qu'il ne soit remplacé? 2 questions qui pendent aux lèvres de beaucoup. Va-t-on faire des élections présidentielles classiques avec les limitations que la Constitution prévoit pour les candidatures, et êtes-vous chargé, vous, commission, de la recevabilité des candidatures? Ou s'il y a une contestation des candidatures, et tout le monde sait très bien de quoi je parle, est-ce que votre commission, comme par exemple au Burundi ou dans d'autres pays de votre voisinage, a la possibilité de déclarer recevable ou non recevable, avec appel éventuel de la décision, ou n'intervenez-vous que pour les cartes électorales, le recensement, la méthode, en exécution, bien sûr, des lois du Parlement? Je vais poser beaucoup de questions à un rythme plus rapide, mais connaissant, je suis certain d'être satisfait de la réponse. Merci. Merci pour les explications qui ont été données. On a eu le privilège de pouvoir déjà échanger sur ce sujet lors d'un déjeuner hier avec le président de l'État. Mais tout d'abord, on se rend compte que dans un pays tel que la République démocratique du Congo, l'organisation d'élections à 3 niveaux tels que vous êtes sur laquelle vous êtes en train de travailler est extrêmement compliquée, et vous avez mis en évidence un certain nombre de points qui sont à la fois des points logistiques et des points politiques qui sont des nœuds actuellement. Alors, on peut dire que les dernières élections ont été très critiquées dans leur résultat, en tout cas sur la scène internationale, mais aussi à l'intérieur même du pays. La CENI elle-même avait été fort critiquée sur la question de son indépendance. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quelles sont les mesures qui ont été prises concrètement pour garantir qu'aujourd'hui, cette préparation électorale se fait en toute indépendance et avec l'adhésion de la population congolaise. On a eu l'occasion de dire que les élections, c'est bien entendu le moment, la date, le jour des élections, mais c'est surtout l'adhésion au processus électoral bien avant de l'ensemble de la population. Et si déjà l'outil jugé comme indépendant ne fait pas l'adhésion de sa population, eh bien on sent que le processus électoral peut effectivement poser quelques difficultés. Donc la première question est bien entendu celle-là. La deuxième question est aussi dans le cadre du rôle que peuvent jouer les médias dans ces élections. Nous en avons parlé, vous avez
expliqué que l'organisation médiatique en RDC est une organisation plus de type privé. Il y a bien des organes de presse publics, mais il y a aussi une pléthore de médias privés qui ne sont pas soumis à un certain nombre de règles déontologiques, que ce soit en matière de financement d'élections, ou que ce soit tout simplement en matière de transparence au niveau de leur financement, et donc qui peuvent influencer largement le processus électoral. Donc quand on s'est voulu mettre en place en matière de code médiatique au niveau de ces élections. Troisième point, toujours dans cette neutralité d'organisation des élections, c'est le fait de pouvoir avoir une justice indépendante. Vous l'avez aussi signalé, si lors de la préparation de ces élections ou lors des campagnes, la population a l'impression, ne fût-ce que l'impression, qu'il y a un traitement différent et différencié en fonction du groupe politique que l'on représente, et bien cela aura des conséquences très négatives aussi sur la perception du processus électoral. Donc, par rapport au rôle de la justice, comment voyez-vous les choses en matière d'indépendance? Enfin, par rapport aux coûts et aux donateurs, donc vous avez mis en évidence deux processus importants. Le premier qui concerne la question du recensement administratif. On sait que c'est une procédure qui sera extrêmement coûteuse et aussi longue. Et donc, est-ce que vous avez aujourd'hui une estimation du coût dans les trois étapes que vous avez mises sur la table? Quels sont les donateurs aujourd'hui qui se sont exprimés par rapport à ce processus électoral? Et enfin, dans l'éventualité d'un non-respect des timings que vous avez donnés, quelle serait la situation s'il n'y avait pas d'organisation d'élection? M. Decroix posait la question de l'éligibilité d'une candidature. Je pose la question de l'impossibilité de l'organisation d'un processus électoral tel que vous l'avez donné. Quelle serait effectivement la situation au niveau du Congo dans cette hypothèse? Dank u wel voor uw toelichting. Ik ga mijn vragen in het Nederlands stellen. Ik zal de tolken alle kans geven om rustig te vertalen, door niet te snel te spreken. En ce qui concerne le recensement administratif, c'est un processus qui a commencé déjà depuis 2011, où le gouvernement a lancé un appel d'offres d'une entreprise qui devra accompagner l'Office national d'identification de la population. Et donc il y a un décret mettant en place un office d'identification de la population appelé ONIP. Mais les membres de cet organisme ne sont pas encore désignés. C'est maintenant le processus actuel que sera mis en place l'ONIP. L'ONIP sera appuyé par un mécanisme de préfinancement. Parce que lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, il était établi que l'entreprise qui va accompagner doit aussi garantir le préfinancement. Alors c'est la société chinoise Huawei qui avait gagné ce marché avec un préfinancement d'Exim Bank. Et c'est un budget conséquent, c'est un budget de plus de 400 millions de dollars qui part jusqu'à la base. Donc ce financement-là, il s'auto-rembourse aussi sur une vingtaine d'années. Donc ça veut dire qu'il n'entre pas dans le budget du processus électoral lui-même. Il est financé par un autre mécanisme que le mécanisme de financement des élections. Bien sûr que de ce système, nous avons rajouté la transmission rapide et sécurisée des données. Parce que c'est capital. Et pour l'entretien de l'État, du fichier de l'État civil et pour la Commission électorale nationale indépendante. Cela a été aussi accepté. Pour ce qui fait que nous mettrons en place quand même un dispositif très important qui serait une première réponse un peu à certaines critiques qui étaient basées sur la question de la compilation des résultats. Donc, c'est pour vous dire que sur cette question, des mesures sont en train d'être prises, donc seront prises pour voir comment améliorer
transmission des résultats et agrégation des résultats. L'audit qui a été fait, c'est par des experts indépendants. Donc il a déjà été fait par des experts indépendants qui ont été recrutés, en tout cas dans plusieurs espaces du monde, pour leur expertise dans le domaine. Ils les ont donné dans les détails les dysfonctionnements qu'ils ont constatés. C'est en fonction de ces dysfonctionnements que nous cherchons la réponse. Entre autres, le plus grand problème qu'ils ont rencontré, c'est que lorsque la CENI sortante a procédé à certaines itinérances dans l'enregistrement des électeurs en 2011, il y a eu des séquences de numéros de série des cartes d'électeurs qui n'ont plus été respectées et qui ne permettent pas de savoir exactement si tout le monde se retrouve dans les fichiers. Pour cela, nous avons décidé de rapatrier à Kinshasa tous les kits d'enregistrement des électeurs, tous les CD-ROM et évidemment aussi ce qu'on appelle la fiche 01, la fiche d'identification manuelle. Un travail depuis deux mois a été réalisé pour connaître toutes ces séquences et nous avons estimé que jusqu'au mois de mai, nous pouvons être à même de pouvoir combler ces lacunes-là. Alors, au lieu de faire encore un autre audit, ce que nous avons convenu avec les parties prenantes, c'est de faire une accréditation des observateurs long terme. La société civile est d'accord pour essayer de les faire désigner. Les partis politiques ont déjà accrédité leurs mandataires. Ils auront la possibilité d'organiser une observation long terme sur l'ensemble de ce processus. Au bout du compte, de toute façon, le résultat sera discuté aussi au Parlement avant la loi sur la répartition des sièges. Parce que la loi sur la répartition des sièges a comme préalable cela. En ce qui concerne le délai acceptable, je pense que sur les élections locales, nous ne sommes plus dans une hypothèse. Nous avons décidé et le mécanisme de financement a commencé. Nous venons de nous mettre d'accord avec le gouvernement sur le plan de décaissement qui va de décembre 2013 à mai 2014. Et le premier financement est déjà sorti à hauteur de 9,5 millions de dollars. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes en pleine opération. Et en ce qui concerne la cartographie, justement, nous venons de commander 5500 GPS parce que nous devons maintenant utiliser tous les moyens nécessaires pour faire la cartographie de ces différentes entités locales. Parce qu'à cela s'ajoute aussi le fait que nous passons maintenant de 21 villes à 97 villes. Donc il y a quand même, selon le décret du Premier ministre, beaucoup de villes qui sont nées, dont on ne connaît pas le contour réel. Et donc cette cartographie, nous sommes dotés d'une unité de cartographie opérationnelle et nous venons discuter aussi avec le gouvernement ici pour voir avoir l'appui de l'Institut géographique national même en ce qui concerne certaines données. Donc c'est une grande opération qui nous amène aussi jusqu'au mois de mai, cette opération. En ce qui concerne la justice électorale, il est clair que c'est un sujet très préoccupant. En principe, la loi actuelle avait prévu que c'était les tribunaux administratifs qui devraient assurer le contentieux. Au niveau local, les tribunaux administratifs, au niveau provincial, la Cour administrative d'appel, et au niveau supérieur, le Conseil d'État. Ces structures ne sont pas encore mises en place. Mais la loi a prévu des mesures transitoires et a indiqué que si ce n'est pas encore mis en place, c'est le tribunal de grande instance qui assurera le contentieux au niveau local, la Cour d'appel au niveau provincial et évidemment la Cour suprême jusqu'à présent a toutes ces prérogatives. Mais je pense que des lois ont déjà été votées aussi pour voir comment mettre en place ces différentes structures. Et nous sommes en train d'insister pour qu'il y ait un plan de renforcement des capacités de la justice électorale, en plus du plan de sécurité électorale.
Donc, dans les différents budgets, on a intégré aussi ces préoccupations-là. Mais un travail important doit être fait du côté de la justice, parce que le droit électoral est précis. Et il n'aime pas les approximations. En ce qui concerne les grandes différences, je pense qu'en ce qui concerne le financement, avant même que je ne quitte la CENI, nous avions fait un montage financier qui amenait la contribution du gouvernement de 10% au départ à 80% aujourd'hui. Donc, le mécanisme de financement a complètement changé. Maintenant, nous sommes confrontés quand même à 3 élections en 3 ans. Donc, cela veut dire que ça sera quand même très difficile peut-être pour le gouvernement d'assumer tout. Ce que nous avons demandé, c'était de développer un outil de budgétisation pluriannuelle que nous allons achever sur l'assemblée du cycle. Le budget est environ de 750 millions de dollars sur l'assemblée du cycle électoral. Et ce que nous avons demandé, que le gouvernement se prononce d'abord déjà sur ce qu'il va réellement assumer, parce que la loi nous autorise de demander aussi des appuis extérieurs et d'en informer le gouvernement. C'est comme ça qu'au mois de février, nous aurons ce que nous appelons le comité de partenariat qui réunit les partenaires extérieurs, le gouvernement et la CENI. Et il y a eu aussi une mission d'évaluation des besoins des Nations Unies qui est arrivée et qui a développé un document qui est en discussion actuelle entre nous-mêmes et les partenaires. Voilà un peu le mécanisme de financement. Je pense qu'à ce concerne le local, c'est acquis. Le Parlement va voter le budget de ces élections locales. On peut avoir quelques appuis. À ce qui concerne les autres périodes, nous verrons. Maintenant, nous étions confrontés à 2 problèmes majeurs. D'un côté, le fait qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont en place, mais qui ne devraient plus être en place, faute d'avoir organisé les élections. Ce sont les assemblées provinciales, ce sont les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, c'est le Sénat. Et en même temps, le fait que la population, vous l'avez dit, réclame quand même une démocratie de proximité et donc n'est pas disposée à continuer à élire à partir d'en haut sans pouvoir être concerné par les élections. Voilà pourquoi la première décision que nous avons prise, c'est d'abord l'organisation des élections urbaines, municipales et locales en février 2015. Ça aurait pu être en décembre, je vous ai donné les raisons. À partir de là, maintenant, nous regardons. Et comme vous le savez, on aurait pu prendre aussi le style d'indiquer qu'on peut organiser plusieurs élections à la fois. Mais nous sommes quand même dans un pays vaste, où on a des contraintes logistiques très lourdes. Et donc on dit qu'il est trop en place mal les trains. Vous ne pouvez pas, avec les locales, environ 6000 circonscriptions, essayer de s'organiser avec les provinciales 189, ça sera peut-être 266 circonscriptions. Donc vous voyez vous-même un peu ce que ça pose comme problème. Bien sûr que si nous avons demandé qu'au cas où on n'y arrive pas, d'organiser les provinciales avec les nationales, c'est parce que si on garde la même loi, alors la circonscription pour l'initiative nationale est la même pour les provinciales. Donc, ça serait un volume énorme, mais dès le début du plan logistique, on serait beaucoup plus soulagé. Voilà pourquoi nous avons fait cette démarcation. Alors, à ce qui concerne le changement d'orientation, bon, je pense que pour le moment, on a 2 grandes orientations qui sont sorties de concertation nationale. La première concernait l'éligibilité, donc l'intégration des femmes et d'autres composants de la société, notamment nos compatriotes qui sont à l'étranger. C'était là. Et la deuxième, c'était l'insistance sur le recensement administratif et le recensement général des populations.
Comme vous le savez, le domaine électoral n'est pas articulé sur le recensement général des populations qui est une enquête. Le domaine électoral exige une identification des personnes. Donc, de deux propositions de concertation nationale, seul le recensement administratif nous intéressait. Voilà pourquoi nous avons poussé un peu le dossier du recensement administratif. Alors, il faut savoir aussi que ce recensement administratif, une fois réalisé, qui peut rendre aussi possible le vote de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Parce que la fiabilité du fichier en dépend. Étant donné que ce recensement est universel au niveau de l'ensemble du pays, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, nous pouvons tirer le fichier électoral de ce recensement administratif une fois réalisé. Alors, à ce qui concerne le fichier électoral, évidemment ça bouge, mais il faut à un moment donné décider. On ne peut pas décider à la fois de fiabiliser le fichier électoral et d'autoriser de nouvelles inscriptions. Il faut d'abord le rendre fiable, et c'est ce qui peut ouvrir de nouvelles inscriptions. Ce qui fait que les nouveaux électeurs ne pourront voter qu'à l'horizon 2016. Mais ils ne seront pas concernés par les arriérés électoraux. En ce qui concerne la recevabilité des candidatures, en République du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a tout le pouvoir d'organisation et la justice le contentieux. Cela veut dire qu'en première instance, c'est la CENI qui indique les candidatures qui sont recevables et fait un acte pour les annoncer. Après, ils ont le droit de recours et le contentieux suit. Alors, il faut savoir aussi que tout le travail qui doit être fait doit établir les responsabilités. En matière constitutionnelle, la CENI n'a pas d'autre responsabilité que d'organiser un référendum. Mais ce qui le provoque, c'est soit le Parlement, soit la population. La population par des signatures, le Parlement par des prédispositions. Mais la Constitution a prévu un article qu'on ne devrait pas changer, l'article 220. Et donc actuellement, je pense que le processus actuel est sur le coup de cet article-là. Donc il y a évidemment cet article qu'il faut faire respecter. Alors, les élections étaient très critiquées. Bon, l'indépendance de la CENI ne vient pas uniquement de personnes, parce que la loi dit qu'il faut chercher des personnalités indépendantes, mais des mesures prises de ce qu'on appelle l'intégrité électorale. Donc, c'est lorsque la CENI est en train de décider que tout le monde peut juger si ces décisions sont réellement indépendantes, oui ou non. Et ça, on ne peut pas faire des pétitions de principe. On nous verra à l'acte, on verra si les décisions que nous prenons sont indépendantes. Je pense que les membres sont dans cette prédisposition de faire respecter les lois de la République et d'agir en toute neutralité. En ce qui concerne les médias, nous sommes confrontés à un très grand problème parce que les médias privés sont à 70% entre les mêmes acteurs politiques. Alors, nous avons décidé que cette question, nous allons en débattre au comité de liaison avec les partis politiques. Nous allons inviter le conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qu'on appelle chez nous le CESAC, qui devra venir présenter quel est son plan. Mais les dispositions qui ont été prises ont été discutées dans ce sens où il faudrait, en période électorale, procéder quand même à une réquisition de plages horaires à distribuer à tout le monde. Et donc maintenant la question c'est de savoir sous quelle forme. Est-ce que c'est avec des subventions? D'autant plus que nous sommes embêtés, puisque la loi sur le financement des partis politiques
a déjà été votée, mais ces mesures d'application ne sont pas encore là. Mais elle est déjà, si je peux me permettre d'estropier quelque part, puisque le contrôle des dépenses électorales n'ont pas été clairement établis dans la loi sur le financement des partis politiques. Et si on ne contrôle pas les dépenses, il est difficile aussi de prétendre contrôler la campagne électorale. Enfin, je pense que sur les différents coûts, j'ai déjà indiqué sur le recensement administratif. Les donateurs aussi, je crois que le comité de partenariat, nous l'avons déjà ouvert. Et à la première rencontre, je crois que tous les partenaires qui ont soutenu avant étaient autour de la table. Donc nous pouvons. Et le PRODOC de les Nations Unies qui circule, on a vu quand même un intérêt de tous les partenaires de répondre et de donner des propositions. Mais nous ne pouvons pas en juger. Nous verrons en février, lorsque nous allons réunir le comité de partenariat, qu'est-ce qui arrivera. Et enfin, le respect du timing. Bon, le respect du timing, il y a un certain nombre d'aléas, mais la Constitution ne nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre. La Constitution nous dit, si le délai est dépassé, nous devons saisir la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est la Cour constitutionnelle qui doit décider après. Donc, le rôle de la CENI, c'est de saisir la Cour constitutionnelle en disant on ne peut plus organiser les élections, nous demandons une dérogation de temps. Et c'est donc dans cette interaction-là, donc le débat se passe plus à la Cour constitutionnelle au sein de la CENI selon la Constitution. Je pense que j'ai essayé de faire un peu de réponse à différentes questions. Maintenant, les séquences des élections, mais je pense que les séquences que j'ai annoncées commencent des locales vers les présidentielles. Et le manque de clarté sur le fichier électoral, il faut quand même un peu le limiter. Je pense que le problème de 2011 n'était pas tant sur le fichier électoral que sur la question de la maîtrise de la transmission et le contrôle des résultats. Il faut savoir aussi que de temps en temps, il y a des personnes qui peuvent prétendre qu'ils ont la carte d'électeur, mais notre système est biométrique. Cela veut dire que si vous prenez une carte frauduleuse, elle ne peut pas se retrouver dans notre système. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, vous serez avec votre carte d'électeur parce que les inscriptions des électeurs sont faites de sorte que celui qui est inscrit commence par digitaliser son empreinte digitale et l'historique de l'inscription est complètement établi après. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de cartes d'électeurs qui circulent, qui ont été prises frauduleusement, mais qui ne peuvent pas arriver dans notre système au Centre national de traitement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'on va publier la liste électorale très tôt. Très tôt, pour demander à tout le monde d'aller consulter la liste et de voir s'il y a un problème de le régler avant. Donc nous n'accepterons pas de liste de zones aux élections futures. Donc si vous n'êtes pas venu, c'est vous-même qui devez prendre votre propre responsabilité. Ik begreep dat er nog een aantal collega's zijn die vragen wensen te stellen. Tot nu toe nog die tussenkomst genoteerd. Als u het goed vindt, geef ik de collega Karel Vallauw eerst het woord. Dan de heer Gabou, natuurlijk het woord gevraagd. Dus meneer Vallauw, ik laat u eerst woord. Hij moet zo dadelijk ook meteen vertrekken. Daarom, als we de reden goed vinden. U heeft het woord, collega. Dank u, voorzitter. Dank u ook, voorzitter Malou voor zijn toelichting en het beantwoorden van enkele vragen. Meneer de voorzitter, in het verleden is meermaals
U herinnert zich na de vorige presidents- en parlementsverkiezingen in november 2012, heel wat van onze collega's waren daar als waarnemer aanwezig. Is er vanuit vooral de internationale gemeenschap, meer bepaald door het gekende Kaarten-instituut, een stevige kritiek geformuleerd op het verloop, vooral op de telling van dus verkiezingsuitslagen. Ik citeer even uit het verslag van het Kaarten-instituut, dat onder meer vermeldde dat verkiezingen, de voorlopige resultaten, niet geloofwaardig zijn wegens gebrek aan transparantie in de centra waar de stemmen verzameld werden. Dus als ik herinner me dat inderdaad na de verkiezingen alles werd geteld in dus de kiesbureaus, waarbij alles uiteindelijk dan gecentraliseerd werd in Kinshasa, waarbij internationale waarnemers uiteindelijk niet aanwezig mochten zijn in Kinshasa. Op een bepaald ogenblik is het zo dat uw voorganger van de CENI, voorzitter meneer Daniel Ngoy Mulunda, onder meer gezegd heeft dat eigenlijk die verklaringen van het Kaarten-instituut zonder invloed en waardeloos waren. Dus de kiescommissie, uw commissie, maar eigenlijk bij monden van uw voorganger hebben eigenlijk gezegd dat dus die vaststellingen van de internationale gemeenschap niet correct zouden zijn, dat die een invloed zouden hebben, dat die waardeloos zouden zijn. Ondertussen weten we dat er bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de kiescommissie. Er zijn bepaalde wetten gestemd in het parlement. Er zijn bepaalde hervormingen doorgevoerd met betrekking tot de CENI. En ik weet inderdaad dat het middenveld onder meer is opgenomen in de kiescommissie in het bestuur van de CENI. En dat er zeker en vast een bepaalde vooruitgang is vast te stellen met betrekking tot de samenstelling en de werking van de CENI. Maar toch zijn er bepaalde ONG's, NGO's, die toch nog twijfels hebben met betrekking tot de onafhankelijkheid van de CENI en met betrekking tot de geloofwaardigheid. Zo wordt onder meer beweerd, meneer de voorzitter, dat er nog altijd banden zouden bestaan met de heersende politieke klasse en dan meer bepaald met de meerderheid die op dit ogenblik aan de macht is in Congo. Dus onder meer ook de bisschoppenconferentie, de religieuze leiders, meneer Donatien Ncholi, volgens mij is dat de adjunct-secretaris-generaal van de Congolese bisschoppenconferentie, hebben toch nog een bepaalde kritiek met betrekking tot de CENI en hebben gezegd dat er toch wel nood is aan een echte onafhankelijke, autonome en neutrale kiescommissie die absoluut broodnodig zou zijn om de volgende verkiezingen in goede baan te leiden. Ik heb dan nog een paar heel concrete vragen, meneer de voorzitter. Blijft u als huidig voorzitter eigenlijk achter de standpunten staan van uw voorganger, met name dus dat de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 toch correct zouden zijn verlopen? Hebt u dan ook bepaalde bemerkingen op de vaststellingen die er gebeurd zijn door het Kaarten-instituut? Hoe reageert u anderzijds, en ik ben kort ingegaan op die onafhankelijkheid van de kiescommissie, maar hoe reageert u op beweringen van NGO's, die er tot op heden nog altijd bestaan, dat het CENI nog altijd niet onafhankelijk, niet onpartijdig zou zijn, terwijl dit toch wel zowel door religieuze leiders, maar ook door verschillende NGO's nog steeds wordt beweerd. Op welke manier kan u die onafhankelijkheid, die onpartijdigheid van de kiescommissie daadwerkelijk garanderen? U hebt ook in uw uiteenzetting verwezen naar dus de nodige budgetten die nodig zijn voor de organisatie van de volgende verkiezingen. Democratie kost inderdaad geld. De waarnemers die ter plaatse zijn geweest hebben inderdaad gezien dat er enorme inspanningen gedaan zijn, dat er urnes aanwezig waren, dat er kiesbrieven aanwezig waren, dat de kieskaarten er waren. Maar wat is op dit ogenblik dus de budgettaire situatie van de CENI? Zal dus de Congolese regering daadwerkelijk voldoende geld ter beschikking stellen? Anderzijds weten we ook in het verleden dat de internationale gemeenschap, ook ons land, België, heeft aanzienlijke bedragen ter beschikking gesteld.
weet even goed dat bepaalde schijven nooit ter beschikking werden gesteld omwille van het feit dat dus de aanvankelijke kalender niet werd nageleefd. Er zijn bepaalde schijven uiteindelijk bevroren. Hebt u reeds de bevestiging van de internationale gemeenschap, van partnerlanden, van België, dat bepaalde tussenkomsten zullen zijn voor het volgende kiesproces, waarvan u ongetwijfeld weet dat onder meer ons land daadwerkelijk zal vragen dat er voorwaarden gekoppeld worden vooraleer bepaalde bedragen worden vrijgegeven. Ik dank u. Dank u wel, collega Van Lolle. Meneer Jabou, u had ook nog enkele vragen. Heeft u voor collega Van Lolle. Longo, soyez le bienvenu ici. Ça fait très plaisir de vous voir et de vous avoir dans cette commission. Comme vous le constatez, nous avons beaucoup de questions à poser par rapport aux prochaines élections, vu ce que nous avons vécu l'année dernière. Et donc vous sentez bien qu'il y a un engouement de la Belgique par rapport à ce point. J'avais prévu un certain nombre de questions, mais comme mes camarades, mes amis ici, mes collègues ont posé quasiment toutes les questions, je me réjouis des réponses que vous avez apportées concernant le recensement administratif, concernant l'audit et surtout concernant ce nouveau budget que vous aurez pour organiser ces élections. Alors j'aurais encore une question, puisque vous avez apporté des réponses à celles que je devais vous poser. Lors de son discours du 23 octobre 2013, le président de la République annonçait d'imminents changements, notamment au niveau du gouvernement. Depuis, il est difficile d'avoir des informations, mais il semble que le gouvernement Matata, toujours en place, se limite désormais à expédier les affaires courantes. Où en est le processus de formation d'un nouveau gouvernement? Je vous remercie, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais me focaliser sur les femmes, parce que la législation congolaise prévoit la parité. Monsieur le Président, vous avez dirigé les opérations en 2006. En 2011, il y a eu quand même des élections au Congo. Comme vous le savez, l'écartement et la discrimination des femmes se trouve au niveau de la confection des listes par des partis politiques. Quelles sont les mesures ou les dispositions prises pour qu'il y ait effectivement une représentativité sur les listes électorales? Je vous remercie. Je vous remercie pour la parole, Monsieur le Président. Je pense d'abord que l'évaluation du processus de 2011 s'est faite à différents niveaux. Et donc, par rapport à cette évaluation, beaucoup de choses ont été dites. Mais l'Assemblée nationale elle-même a fait aussi une évaluation et a sorti des résolutions. Et ces résolutions-là, ce sont ces résolutions que nous mettons en œuvre en même temps que les autres critiques. Alors, il faut savoir qu'il y avait deux niveaux de critiques. Il y a les critiques qui portent sur l'organisation elle-même, donc ce qu'on appelle les irrégularités. Et puis il y a des critiques qui portaient sur les résultats lui-même. En ce qui concerne les résultats, je pense que d'un point de vue objectif, il était plus clairement établi qu'il ne peut pas y avoir des problèmes en ce qui concerne les résultats des élections législatives, parce que ce sont des petites circonscriptions. Mais même Carter Saint en lui-même a indiqué qu'il ne pouvait pas établir que cela changeait les résultats sur l'élection présidentielle. Donc on n'a jamais su finalement ce qu'il en est. Il y a eu une crise post-électorale qui s'en est suivie. Mais voilà un peu, je restitue les critiques qui ont été faites sur la question. Alors ça veut dire que quand nous cherchons des réponses, nous les cherchons aussi à deux niveaux. Premièrement, comment diminuer les irrégularités.
Pour pouvoir le faire, il faut professionnaliser la commission électorale. Nous avons un partenariat, fort heureusement, avec l'école de formation électorale en Afrique centrale, puisque l'école est implantée chez nous, pour pouvoir développer une expertise réelle en matière électorale. En deuxième lieu, nous développons une cartographie opérationnelle et nous sommes en train de faire pour que même les bureaux de vote soient localisés par des coordonnées de saisie qui permettent de mieux suivre la géospatialisation de tous ces bureaux de vote. Et en troisième lieu, évidemment, nous relançons les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes pour permettre un suivi systématique du processus avec tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième niveau, les résultats, nous indiquons que si notre projet de transmission rapide et sécurisé des données électorales, nous le menons à bout rapidement, cela veut dire que les procès-verbaux des bureaux de vote seront scannés au niveau de chaque groupement et de chaque ville. Donc, à un niveau où tout le monde peut arriver. Aux observateurs, aux témoins, d'accompagner ce travail-là. Ça veut dire qu'en moyenne, un groupement, c'est plus ou moins 4 à 5 centres de vote. Donc, ce n'est pas énorme pour les gens de suivre cette traçabilité. Nous avons aussi développé d'autres méthodes qui sont déjà utilisées ailleurs. On est en train de voir avec d'autres partenaires comment mieux identifier ces procès-verbaux par des codes barres qui permettra d'en établir la traçabilité. Donc il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises dans ce sens-là. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est à l'œuvre qu'on le verra parce que ça ne sert à rien de commencer à faire des promesses et des promesses. Nous allons nous mettre au travail et puis nous verrons le résultat escompté. Maintenant, tout n'a pas été centralisé à Kinshasa. Non. Au contraire, c'est dans des centres locaux de compilation des résultats qui étaient au niveau de ce qu'on appelle les antennes, donc les chefs-lieux des territoires et des villes. Et c'est comme ça que nous voulons mettre au niveau le plus bas donc ce travail-là qui était encore au niveau des territoires et des villes en descendant des clans. Alors, les modifications, d'abord, on ne peut pas déclarer sans valeur la déclaration des observateurs parce que l'observation électorale est codifiée dans la loi. Donc, les gens ont le droit d'observer et de donner des observations. Maintenant, toutes les observations ne sont pas aussi vraies. C'est-à-dire que les observateurs, lorsqu'on regarde, on regarde qu'est-ce qui peut aider à construire. Donc, les évaluations portent sur l'ensemble des observations. En tout cas, ce que nous avons fait, c'est que l'équipe de diagnostic organisationnelle qui était internationale, nous leur avons donné toutes les évaluations de 2006, y compris toutes les missions d'observation électorale et toutes les évaluations de 2011. Nous leur avons demandé de travailler sur l'ensemble de ces évaluations pour essayer de faire ressortir les grandes tendances. En ce qui concerne maintenant la crédibilité de la CENI, bon, d'abord, je pense qu'il n'y a personne qui peut prétendre que la composition actuelle n'émane pas de la loi. On peut ne pas être content de ceux qui sont là, c'est une autre affaire. Mais je pense que tout le monde sait que la loi a prévu que le corps électoral soit séparé. Donc la société civile l'a fait indépendamment de l'opposition politique, indépendamment de la majorité politique. Et donc, ce sont les trois corps qui composent la CENI. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui sont mécontentes. Bon, ça n'engage que. Ça, ce n'est pas notre problème. Il faut prouver que la procédure a été viciée. Vous avez évoqué la 5O, mais en ce qui me concerne,
la Senghor pouvait critiquer parce que je suis prêtre, mais en disant qu'on ne veut pas qu'un prêtre soit là. Mais la Senghor ne peut pas prétendre que la procédure n'a pas été respectée, puisque c'est le secrétaire général de la Senghor qui présidait la séance d'élection. Donc, et l'élection concernait 8 chefs de confession religieuse. Donc, à ce qui me concerne. Donc, les 8 étaient dans la salle, et ça a été fait aussi pour que chacun dise clairement pour qui il a voté. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait des bulletins secrets. Et bon, ils ont constaté que j'ai eu 7 voix sur 8. Bon, après, il y avait des questions qui concernaient ma qualité de prêtre. Mais il y a eu un matraquage là-dessus. Mais heureusement que l'Église est régulée. Ça ne se passe pas comme ça ne se passe pas dans les médias. J'ai un évêque, c'est lui qui a la charge de responsabilité pour décider si oui ou non on accepte. Et la procédure a été faite, puisqu'elle était déjà tellement médiatisée, elle a été faite jusqu'au Vatican. Bon, et donc aujourd'hui, je pense que tout le monde constate que je suis encore prêtre catholique. Et que donc, ça ne sert à rien de continuer de polémique là-dessus. Et les conditions qu'on m'a posées, l'Église m'a posé un certain nombre de conditions que je suis appelé à respecter. Et voilà donc ce que je peux dire. Donc les critiques peuvent venir, mais attention, il ne faut pas aussi médiatiser les critiques à outrance sans tenir compte du corps électoral lui-même. Donc de la sincérité du vote qui a eu lieu. Et c'est encore beaucoup plus important ce qui me concerne, puisqu'il n'y avait pas de candidature. Bon, donc je n'ai jamais été candidat et personne d'autre aussi. Et donc c'était la procédure qu'ils avaient choisie. Et à ce qui concerne mes collègues de la société civile, il y a eu un vote pour ce qui concerne l'éducation civique électorale. Et puis les femmes ont opté 3 noms, parmi lesquels on a choisi un nom. Voilà un peu. Chaque corps décidait de son. Maintenant, est-ce que c'est ce monde-là qui va nous permettre de savoir si nous allons bien évoluer? Je pense qu'il faut dépasser cela et essayer de voir jusqu'où il faut aller. Nous allons travailler pour qu'il y ait l'intégrité électorale. En ce qui concerne la communauté internationale, je pense que déjà en 2011, le gouvernement a financé à hauteur de 80% l'ensemble du processus. On ne pourra plus tomber plus bas, je crois. Donc on devrait rester peut-être sur cette donne-là. Mais on a posé la question si au niveau international il y a déjà suffisamment de personnes qui sont disposées. Oui, je peux vous dire que jusqu'à présent, tous les contacts que j'ai reçus sont des contacts qui montrent que, à certaines conditions bien sûr, l'Union européenne par exemple avait indiqué que les observations de sa mission doivent être respectées. Ils sont en train de voir que la plupart des conditions sont en train d'être mises en œuvre, ce qui fait qu'on a commencé un dialogue avec l'Union européenne et avec les autres partenaires. La question du changement du gouvernement, c'est assez complexe évidemment. Vous savez que dans la manière où le président de la République l'a annoncé, il n'y a que lui qui en a le secret. Parce que ça commence par d'abord nous dire qui est le prochain premier ministre. Et tant qu'il ne l'aura pas dit, bon, ça ne vaut pas la peine de savoir comment ça va se passer. Ça peut être le même qui est là, ça peut décider autrement. C'est lui-même maintenant qui en a le secret seul, puisque ça n'est pas que de lui, selon la Constitution. Maintenant, est-ce que là, le gouvernement assure les affaires courantes? Je pense que la formule, si on voit d'un point de vue pratique, n'est pas vraie. Je pense que le Premier ministre a demandé au ministre de ne plus prendre beaucoup d'actes, etc. Mais collégialement, le gouvernement continue à agir. Donc, parce qu'il n'est pas démission, il n'a jamais démissionné. Donc, il ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'il ne peut pas agir parce qu'il attend le prochain gouvernement. Sinon, il aurait d'abord démissionné avant de poser cet acte-là. Donc, du coup, il y a encore des actes qui peuvent être posés. En tout cas, en ce qui concerne les élections, on s'est mis d'accord sur les étapes
les étapes sont en train d'être franchies. Sur la question de la parité, donc la parité est constitutionnelle, mais je pense que ce qu'on doit savoir évidemment, c'est que il y a aussi maintenant le plan de mise en œuvre. Alors, en ce qui concerne le plan de mise en œuvre, nous avons donné des propositions dans le sens que vous avez indiqué. Donc, la nouvelle loi portant organisation des élections urbaines et municipales locales aura des dispositions pratiques en ce qui concerne l'inscription des candidats et en ce qui concerne aussi le mode de scrutin. Les deux seront discutés. D'abord, l'inscription des candidats, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis après, le mode de scrutin. Ce n'est pas facile parce que ceux qui doivent en décider, ce sont toutes les hommes. Donc, il faut chercher des voies et moyens pratiques. Voilà pourquoi la proposition concrète que nous avons donnée, c'est d'ajouter 30% de quotas de sièges supplémentaires pour avoir une chance que ça passe. Parce que vous ne pouvez pas dire aux hommes, bon, renoncez à vos sièges et votez que les femmes vont les prendre. Bon, ça va devenir très complexe. Donc, nous avons demandé une proposition concrète, réaliste, en disant il faut augmenter 30% de quotas supplémentaires. Maintenant, ce n'est qu'une proposition. C'est le Parlement qui va décider. Et ça, le débat aura lieu au début du mois de mars, à ce qui concerne la première loi. Voilà, je pense, je réponse aux questions qui ont été posées. Collega, ik ga alvorens hier bedanken. Nog even vragen. Ik zou de rapporteur nog willen aanstellen voor de Mirko. En voor de Senaat kan ik daar iemand. Oké, goed. Dit is voor l'abbé Malou, président du CENI. Je vous remercie pour votre réponse. U zult wel beseffen dat u een heel belangrijke taak te vervullen hebt. C'est Cheikh Fita du Info en ligne de Congolais de Belgique, cheikfitanews.net. Monsieur le Président, la CENI est par principe un arbitre. Avez-vous la confiance des uns et des autres? Si oui, quelle relation avez-vous avec le président Tshisekedi? L'avez-vous déjà vu ou avez-vous pensé à le voir? Parce que c'est un partenaire incontournable dans le processus électoral congolais. Bon, je pense d'abord que la CENI est appelée à la neutralité. Cette neutralité l'amène à bien fixer les règles des jeux. Et en cette matière, la CENI est amenée à traiter tous les partis politiques avec équité. Et alors, la CENI a déjà invité tous les partis politiques. Au jour où nous échangeons sur cette question, je peux vous dire que le processus d'accréditation des mandataires des partis politiques continue. Je crois que nous arrivons déjà à 80% des mandataires de partis politiques déjà accrédités. Nous attendons encore les autres. Donc on ne peut pas dire que la porte est fermée en ce qui nous concerne. Je peux vous informer que le 9 février, nous allons signer déjà le protocole entre les partis politiques et la CENI instituant le comité de liaison. Et nous allons signer aussi le code de bonne conduite. Et ces deux textes ont été votés par l'ensemble des mandataires accrédités. Donc, nous ne pouvons pas parler de personne en ce qui concerne la CENI. Nous devons parler des structures que ces personnes portent, et la porte est grandement ouverte en ce qui nous concerne d'échanger avec tous les partis politiques. Il ne faut jamais oublier aussi que la CENI est composée donc de membres venant de tous les horizons. Certains viennent de l'opposition politique, et d'autres de la majorité, d'autres de la société civile. Mais ils ne forment qu'une équipe.
Une dernière petite question, comme ça je laisse la parole aux confrères. Quel message avez-vous pour les Congolais vivant à l'étranger, sachant qu'ils ont été les premiers à décrier le processus de 2011, sachant qu'ils sont très méfiants, sachant qu'ils sont très radicaux dans leur prise de position, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre d'accepter ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez pour la suite? Bon, d'abord, je pense que les compatriotes critiquent un processus, ça ne peut pas être un problème. Parce qu'évidemment, tous les Congolais, toutes les Congolaises sont concernés par le processus électoral. Maintenant, il faudrait voir si ces critiques sont constructives ou bien si simplement ce sont des critiques pour critiquer. Je pense que nous devons développer un dialogue. Et dans le dialogue, eh bien, chacun donne son point de vue. Ce qu'il faudrait éviter, c'est la pensée unique, où les gens voudraient imposer leur vie à d'autres, même par la violence. Ça, je pense qu'il faut bannir la violence sous toutes ses formes dans les relations que nous pouvons avoir entre compatriotes. Donc, si quelqu'un a des arguments, il les amène, nous en débattons et nous laissons l'espace public en juger. Parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous allez nous voir à l'œuvre. Nous sommes disposés à échanger avec nos compatriotes qui sont ici. Je viens d'annoncer par exemple qu'il y a une mesure importante de recensement administratif qui va concerner tout le monde, que cette étape sera importante pour savoir aussi comment les compatriotes qui sont à l'étranger peuvent exercer leur droit de vote. Mais j'avais dit à nos compatriotes qui étaient venus aux concertations nationales que nous sommes disposés de créer un cadre de concertation avec nos compatriotes qui sont à l'étranger, comme nous sommes en train de le créer avec ceux qui sont à l'intérieur du pays. D'abord, c'est Polido Edgar Kabila de Média Sud. Vous avez parlé de la crédibilité des élections et des critiques de la communauté internationale. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que d'une manière ou d'une autre, et c'est le moins que l'on puisse dire, les élections, les résultats, les vrais résultats des élections de novembre 2011 ne seront jamais connus. Vous l'avez évoqué vous-même. Comment a-t-on gagné, dans quelle proportion? J'étais moi observateur à Kinshasa de la diaspora et j'ai vu comment les compilations se faisaient. Vous avez parlé maintenant de la crédibilité qu'il y aura un scanner, mais avec le problème d'électricité qu'il y a au Congo, comment pouvez-vous nous assurer que les résultats, bureau de vote par bureau de vote, parce que c'est ce qui a manqué en 2011, on n'a pas un scanner officiel qui répond les résultats des bureaux de vote par bureau de vote. Ça, ce sont des résultats fiables. En dehors de cela, il y a des résultats, on les accepte parce qu'il faut les accepter. Deuxième problème, ce sont les médias. Ça, comme je surnomme des médias, c'est un point qui me touche beaucoup. J'ai été à Kinshasa et dans la diaspora, quand on était dans la mission d'observation, c'est moi qui m'occupais des médias. Le moins que je puisse vous dire, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, qui avait établi un calendrier pour que tous les candidats puissent avoir un accès égal, ça n'a pas été fait. Deux, c'est vrai, vous l'avez rappelé aussi, la plupart des médias sont privés et appartiennent déjà même aux obédiences politiques. Certaines ont été interdites avant, pendant et après les élections. Comment va-t-on faire? Parce que vu qu'à la télévision nationale congolaise et dans les médias audiovisuels, excusez-moi, ça a été vérifié, la part la plus belle a été réservée au président sortant qui avait occupé 87% du temps d'antenne. Nous l'avons vérifié. Comment allez-vous faire maintenant pour que tous les candidats puissent avoir un accès correct et équitable aux médias? Et surtout dans les médias audiovisuels publics, officiels, qui émergent de l'État. Bon, en ce qui concerne d'abord le système de scannage des PV, je pense que, fort heureusement, les nouvelles technologies d'information et de communication ont évolué. Et comme vous le savez, le matériel à ce niveau-là ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc il y a moyen de le faire assez aisément. De toute façon, la solution que nous préconisons vient aussi avec la solution énergétique. On ne peut pas d'un côté. Et puis nous l'avons prouvé avec les kits d'enregistrement des électeurs, puisque nous avons quand même enregistré des électeurs avec tous les aspects biométriques voulus. Et ça marchait. Donc je ne pense pas qu'on puisse en avoir peur. Ça devrait marcher. Et effectivement,
l'approche qui est faite, c'est que tous les résultats se retrouveront dans une base de données interrogeable par tous, bureau de vote, par bureau de vote. Et c'est ce qui permettra de vérifier la question problématique de la vérité des urnes. Donc la sincérité du vote. Donc nous sommes là tous pour promouvoir la sincérité du vote. Mais pour le faire aussi, il n'y a pas que la CENI. Il faut aussi que les autres parties prenantes respectent les règles des jeux et même que les observateurs sachent ne pas aussi prendre des rumeurs pour la réalité. Donc il ne faut pas aussi souvent ne voir qu'un côté. Reconnaissons aussi que parfois les gens prennent leurs rumeurs pour de la réalité et qu'on doit apprendre tous à être intègres dans ce que nous faisons. Maintenant, en ce qui concerne les médias, je pense qu'un travail doit être fait supplémentaire à ce qui a été fait. Comme nous avons créé un cadre de concertation médias et élections, nous estimons que dans ce cadre-là, médias et élections, on pourra traiter de toutes ces questions-là et voir qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour permettre que réellement la question médiatique soit réglée étant soit peu. Il est clair, on en a débattu déjà à la troisième réunion donc avec les partis politiques, il est clair qu'on ne peut pas la résoudre à 100%, étant donné qu'il y a la question des médias privés. Parce que même si on réglementait, et on doit le faire, les médias publics, on restera avec la problématique des médias privés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il faut quand même une réquisition du temps d'antenne qui ne soit pas symbolique. Parce que si ça reste symbolique 5 minutes, évidemment, c'est ce qui crée le problème. Monsieur le Président, liste belge pour le groupe L'Avenir. Alors j'aurais 3 petites questions. La première, en décidant de procéder d'abord aux élections locales, on a renversé, si je puis dire, un calendrier qui était prévu. Pourriez-vous me dire brièvement pourquoi? Et ensuite, je vais plutôt m'imiter à 2. Est-ce que vous parlez des partis politiques? Est-ce qu'on pourrait avoir en RDC, ce qu'on connaît par exemple en Belgique dans des élections locales, c'est l'irruption de petites listes locales qui ne sont pas nécessairement affiliées à un parti politique? Et je maintiens quand même ma 3e question. Vous venez d'être entendu en commission parlementaire. Vous êtes venu dans quel but et avez-vous le sentiment d'être entendu? Bon, je commence par la dernière question. Je pense que d'abord, être invité ici, ce n'est pas pour la première fois. Et l'échange avec le Parlement belge, c'est un échange important pour nous. Vous savez vous-même les relations qu'il y a entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Mais aussi, il m'arrive de le faire dans d'autres pays. C'est un échange toujours fructueux parce que les questions qui sont posées permettent aussi de savoir qu'est-ce qu'on doit réajuster dans nos dispositifs. C'est un échange toujours riche et je m'en réjouis. Je remercie en tout cas le président de la Chambre des représentants qui m'a invité ici. Alors, à ce qui concerne l'inversion, non, il n'y a pas eu d'inversion. Au contraire, on fait justice au peuple congolais parce qu'on a commencé par les élections présidentielles et législatives nationales. Il ne faudrait pas qu'on dise la nouvelle CENI va commencer encore avec les mêmes élections. Donc, on complète un cycle qu'il fallait encore compléter et comme ça, on lance le nouveau cycle à 2016. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Alors, vous parlez des partis politiques. Est-ce qu'on pourrait voir dans les élections locales des formations politiques locales qui voient le jour et qui ne sont pas nécessairement affiliées à un grand parti? Alors, on ne sait pas encore ce que le législateur va décider, mais jusqu'à présent, le système qu'on a en République du Congo, c'est que si vous n'êtes pas affilié à la liste des partis politiques, vous devez vous présenter comme candidat indépendant. Cela veut dire que vous-même, vous devez mesurer vos forces. Est-ce que vous êtes capable d'affronter les listes électorales des partis politiques? Si vous pensez que oui, vous vous présentez comme candidat indépendant.